Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir pour notre premier conseil municipal de l'année. Avant toute chose, je vais proposer de désigner un secrétaire de séance et de procéder à l'appel. Je vais demander hop là, à mon premier adjoint de le faire. Bonsoir tout le monde. Donc, Fabien Aufrechter, Présent. Olivier Melsens présent, Ida Gontier, Paul Malray, Présent. Louisette Fédière, Michel Debjet, Marie-Claude Bourdon-Benamou, Présente. Eugène Dalle, Carole Godard, Olivier Lugic, Socrate Gabrielides, Philippe L'Enfant, Abderrahim Chaboun, Caroline Pissica, Catherine Charuel, Nathalie Pruvot, Georges-Édouard Bacle, Rania Slim, Présente. Anthony Herry, Sophie Garec, Présente. Maria da Silva Parota, Anya Rejal Ortelli, Cyril Aufrechter, Présent. Pascal Dehay, Julien Fréjabut, Philippe Lussot, Fabien Huard, Lorraine Delmas, Fabien Lemoine, Laurent Prudon, Carmen Robert, Blaise François Dainville, Présent. Jean-Marie Moreau, Merci beaucoup. Bon, à mon habitude, je vais commencer par un petit propos liminaire. Cette fois, simplement pour vous souhaiter une excellente année. Une année que je vous souhaite bonne pour l'ensemble d'entre vous, avec évidemment au premier chef la santé dans ce contexte sanitaire compliqué. Une année également placée sous le signe de la nature, de l'écologie, et devant vous, vous avez, suite à des demandes qui avaient été faites par de très nombreux élus sur les derniers conseils, des petites gourdes que vous avez et puis des verres recyclés. Pour des raisons sanitaires, on les attribue à l'ensemble des conseillers municipaux ici présents. Vous pourrez les ramener chez vous. Ça permet déjà de faire des économies de verres non recyclés, comme il y avait auparavant. Et surtout, cela nous permet de porter les couleurs bien haut de la ville de Verneuil, le tout dans un contexte sanitaire, ce qui nous évite, si vous les laissiez sur les tables, de devoir les nettoyer. J'en profite également pour introduire et évidemment remercier d'une certaine manière les nouveaux venus. Et au premier chef pour faire le tour, Mélodie Sénat, notre nouvelle directrice de cabinet, de gauche à droite. Tatiana Del Valle, qui est donc la nouvelle assistante de la Direction générale des services. Éric Delporte sur la communication. Et je crois que c'est tout pour ce soir. Merci beaucoup. Vous aurez l'occasion de travailler avec eux. Donc c'est l'occasion évidemment de pouvoir vous les présenter. Ce soir,
nous allons avoir un conseil municipal axé sur plusieurs sujets. D'abord, un premier sujet relatif au pacte de gouvernance de GPSO, Grand Paris Seine-et-Oise. Un deuxième sujet lié aux modifications de règlement et de fonctionnement des multi-accueils sur la petite enfance. Quelques sujets liés aux ressources humaines et un sujet lié aux affaires sociales. Avant de pouvoir balayer ensemble les comptes rendus des décisions, l'approbation du dernier compte rendu du Conseil, quelques questions diverses, en sachant que je vais peut-être commencer par là. Sur le compte rendu du dernier Conseil municipal, est-ce qu'il y a des remarques, des commentaires, des avis? Sinon, nous allons procéder au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? J'en déduis qu'il est approuvé. On va commencer donc par l'avis qui est requis du conseil municipal sur le projet de pacte de gouvernance entre la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise et ses communes membres. Vous le savez, nous devons émettre un avis favorable ou défavorable au projet de pacte de gouvernance tel que transmis en date du 16 décembre dernier à la communauté urbaine. Ce document vous a été transmis, il est public, par ailleurs il vous a été envoyé. Il a été réalisé par les différents groupes représentés à GPSO avec l'exécutif. Je ne sais pas s'il y a d'abord des questions, des remarques, des points d'intervention sur ce document. Oui. Alors je vais tester mon micro déjà. Moi, je l'ai parcouru ce document-là. J'ai été étonné qu'on ne retrouve pas le mot citoyen dedans. Donc on a des habitants, des usagers, des administrés, mais pas de citoyens. Aussi, j'ai découvert que vous étiez le représentant de la communauté d'agglomération dans cet hémicycle. Et je me demande... Pas que. Entre autres. Et du coup, je me demandais comment on reconnectait les Vernoliens, donc les Vernoliennes, à la GPSO. Est-ce que l'on pourrait mettre en place une commission dédiée à cette communauté d'agglomération? Et est-ce que on peut communiquer plus, faire des réunions publiques sur ce qui se passe sur la GPSO, et donc vraiment créer ce lien, en fait? Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention ou alors je vais juste commenter? Non, juste pour compléter la remarque de mon collègue, il est vrai que pour notre groupe, nous avions proposé lors de la campagne, et je pense que c'est un sujet qu'il faudra peut-être envisager, d'identifier un représentant entre la commune et GPSO, à la fois pour le conseil municipal et aussi pour, comme disait mon collègue, les citoyens de la commune. En fait, on a, et c'est une première, un adjoint qui est délégué aux affaires intercommunales, qui est en plus le premier adjoint, qui répond à cette demande. Mais pour rebondir sur ce que dit Monsieur Lemoine, moi je dois vous avouer qu'à titre personnel, j'ai été impliqué dans les groupes de travaux qui ont été tenus sur ces sujets. Je suis extrêmement déçu du manque d'ambition de ce pacte de gouvernance. Je le dis sans phare parce que je l'aurais dit également lors des réunions. Maintenant, il vaut mieux un pacte de gouvernance avec les communes que pacte de gouvernance du tout. Donc voilà, il vaut mieux ça que rien. Mais je suis le premier à être vraiment déçu de ce pacte de gouvernance. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Oui, s'il vous plaît. Moi, j'ai une intervention un peu plus longue. Comme souhaité par la loi Engagement et Proximité, la mise en place de ce pacte de gouvernance est un moyen de replacer les élus communautaires et municipaux au cœur de l'intercommunalité, dans sa gouvernance et dans son fonctionnement quotidien. Je pense que ça va dans le sens de ce que vous dites. L'esprit de subsidiarité au cœur de ce projet aura pour vertu de permettre en concertation des modulations de compétences communautaires et pour les communes qui en manifesteraient le souhait. Mais si le principe de subsidiarité est un fondement important dans toute communauté, il ne peut exister sans le corollaire de la solidarité. C'est d'ailleurs de ce principe que découle notre fameux liberté, égalité, fraternité. Être responsable de soi, c'est aussi responsable des autres. Et je pense que c'est ça qu'être membre d'une communauté, et c'est ça que ça implique. Lors du vote sur le règlement intérieur, vous avez effacé la possibilité que disposaient les conseillers municipaux de poser des questions orales ou écrites relatives à l'intercommunalité. Cette possibilité existait du temps de nos prédécesseurs.
Peut-on parler de santé à Verneuil sans parler de Poissy, Meulan, Aubergenville ou Évêquemont? Peut-on parler d'économie et d'emploi sans parler de Vernouillet, Poissy, Les Mureaux ou Mantes-la-Jolie? Et peut-on parler d'attribution de compensation et de pacte fiscal sans parler des situations de chacune des communes qui composent la GPSO? Non seulement beaucoup de nos concitoyens s'étonnent, voire s'émeuvent de ne plus pouvoir faire leur papier d'identité dans leur propre commune, mais aujourd'hui, nous n'aurions même plus le droit de poser des questions relatives à ces instances de décision. Le retrait de cette possibilité que vous avez opérée constitue une double erreur. D'abord, c'est un retour en arrière par rapport à ce qu'autorisait la majorité qui vous a précédé. Et c'est un contresens regrettable au regard des attentes que nos concitoyens expriment en termes de proximité démocratique. Et je suis ravi de vous entendre dire que finalement, vous avez cette opinion-là aussi. Et c'est pourquoi, pour être en résonance avec cet esprit de subsidiarité de ce pacte, eh bien, nous vous demandons de revenir sur votre choix d'empêcher de poser des questions sur les sujets de l'intercommunalité. Et pour aller dans ce sens, nous allons user de notre droit de proposition lors du prochain conseil municipal et vous proposer une modification du règlement intérieur pour que des questions relatives à l'intercommunalité puissent être posées ici ou en tout cas débattues. Merci beaucoup. J'apprécie votre subtilité d'hippopotame, je ne sais pas quoi dire, parce qu'en fait, comment dire, vous constatez que j'ai tenu ma promesse, c'est-à-dire que je ne suis pas ni vice-président, ni président de GPSO. Et par conséquent, en fait, ce n'est pas le lieu. Par contre, vous avez un représentant dans votre groupe qui est habilité à poser des questions directement à GPSO. À ma connaissance, il n'a pas encore pris la parole. Il y avait de nombreux sujets en plénière où il aurait pu prendre la parole. J'espère qu'il aura l'occasion de le faire si vous avez des questions à faire remonter. Mais ce n'est pas à moi qu'il faut s'adresser, parce que moi, je suis le premier à critiquer le manque de contenu de ce pacte. Et pour cause, je ne suis pas dans le groupe majoritaire au sein de la majorité, au sein de GPSO, pardon, contrairement à votre groupe qui l'est et qui aurait pu infléchir ce texte. Par conséquent, si vous voulez poser des questions sur GPSO, posez-les au bon endroit, posez-les en plénière de GPSO, où vous aurez non seulement des réponses, mais en plus les bons interlocuteurs, plutôt que de les poser ici, où malheureusement il nous faudra à chaque fois vous renvoyer sur une assemblée où vous êtes pourtant vous-même représenté, bien que jusqu'à présent muet. Oui, et d'ailleurs, tous les groupes ne sont pas représentés à la GPSO, mais je serais intéressé de savoir ce que vous entendez par hippopotame, parce que ça, je ne comprends pas. Ouf, c'est mignon, c'est sympa, mais disons que par contre, c'est hors sujet, comme votre question. Mais bon, on va procéder au vote. Pas du tout. Faut le tenir appuyé. Ok, merci. Si ce pacte manque d'ambition, pourquoi il faut le voter et quelles sont les conséquences du coup de ne pas le voter? Je suis d'accord avec Monsieur Lemoine. On ne parle pas du citoyen. La GPSO est au service des maires et des communes, mais pas au service des citoyens. Et c'est pourtant les citoyens qui sont souvent demandeurs de questions, qui ont beaucoup de questions et demandent de comprendre comment ça fonctionne. Donc, pourquoi voter du coup ce pacte et la conséquence de ne pas le voter? Chacun est libre de son vote, il n'y a aucun souci. Et encore une fois, je l'ai dit pour la majorité que chacun était libre de son vote. J'ai posé une question en fait. Non, je comprends que tout le monde est libre de son vote, il n'y a pas de souci. Quelle sera la conséquence pour nous de voter si par exemple nous décidions majoritairement autour de cette table de ne pas voter ce pacte? C'est un avis. Question. C'est juste un avis. Ça n'a aucune valeur. Non. Ça a une valeur puisque c'est l'avis de l'ensemble des conseils municipaux qui est requis. Il faut la moitié. D'accord. Donc ce n'est pas l'avis en tant que tel. Donc si la moitié des conseils municipaux votent contre ce pacte, on peut imaginer qu'il pourra être réécrit. Alors, comme je suis beaucoup plus, on va dire, réservé sur cette réalité, moi, ce que je vous propose, c'est autre chose. Comme je vous le dis, je suis de votre avis, c'est, pour ce qui est de la majorité, d'appeler à voter pour un avis favorable à ce projet, avec réserve, justement pour pouvoir rajouter, et j'inviterai à se rapprocher de la DGS s'il y a des termes que vous souhaitez raccrocher, notamment les termes de citoyens, certains éléments à ce pacte de gouvernance. Je sais que c'est le cas de plusieurs de mes collègues qui ont appelé à faire de même sur plusieurs communes voisines.
Et donc, sans aucune difficulté, pour la majorité en tout cas, j'appellerai à voter pour, mais avec réserve. Et ces réserves, on pourra les formuler directement auprès de la Direction générale des services. Et si beaucoup de communes, vos voisins, vont faire la même chose, pourquoi du coup ne pas voter contre et le réécrire, hein, du coup, parce qu'on les réserve, pour l'instant on en a émis plusieurs fois au conseil municipal et on n'a pas de suite de ces réserves, donc finalement c'est une réserve de plus. Eh bien, Je sais parce pas, que hein, c'est la règle de pas majorité forcément de sur réponse. 73 communes. Nous avons une voix sur 73. Et malheureusement, si jamais il y a la moitié qui vote, eh bien, il n'y aura rien de pris si on vote contre. Par contre, l'amas de réserve, si ça va dans le même sens, nous permet d'espérer, en tout cas, que la majorité élargie dans laquelle, en tout cas, notre groupe siège, pourra se faire entendre. Allez, s'il n'y a pas de retour, je propose de procéder au vote. Donc, qui est-ce qui vote pour, avec les réserves mentionnées ? Qui est-ce qui s'abstient ? Non, c'est bon. Et le groupe des familles. Et abstention. Et qui est-ce qui vote contre ? Pour le coup, tout le monde a voté, je crois. Ok. Voilà. Si on est bon, on va pouvoir avancer avec un sujet que je vais laisser à Carole Godard en sa délégation d'adjointe à la petite enfance sur l'actualisation et la modification du règlement de fonctionnement des multi-accueils de la ville. Oui, bonsoir. Je vous propose une actualisation et une modification du règlement de fonctionnement des multi-accueils de la ville. C'était un petit peu pour mettre à jour des informations sur le service de la petite enfance et son fonctionnement, ainsi qu'élargir et compléter certaines explications sur le fonctionnement du service, notamment diminuer le nombre de documents demandés aux familles pour plus de facilité, avancer la commission d'attribution des places pour le mois de septembre. On l'avance au mois de mars, ce qui permet de disposer de plus de temps, et notamment quand il y a des rentrées en septembre, les familles seront averties plus tôt. Et enlever les frais de gestion qui, de toute façon, étaient remboursés lorsque l'enfant rentrait à la crèche. Donc, il n'y aura pas de perte financière pour la ville. Voilà, considérant tous ces éléments, je vous propose d'adopter les modifications apportées au règlement de fonctionnement des multi-accueils de la ville de Verneuil-sur-Seine. Est-ce qu'il y a des remarques ou des prises de parole ? Oui. Moi, j'ai deux points dans ce règlement qui m'embêtent un peu. C'est que la commission d'attribution, elle n'est pas du tout ouverte aux autres groupes du conseil municipal. Donc, on n'a aucune visibilité sur ce qui s'y passe. Et la deuxième question, c'est qu'il y a donc, les tarifs sont en fonction des revenus, mais on n'explore pas les revenus au-dessus de 6 000 euros. Donc, c'est-à-dire que si une personne gagne 6 000 euros et une personne gagne 40 000 euros, elle paye la même chose, en fait. Et donc, ça pose un petit problème de justice sociale. En fait, c'est fixé par la CAF. Non, c'est a priori, dans le texte, c'est le conseil municipal qui vote ça. Oui, les grilles tarifaires, je sais qu'on en a déjà parlé, vont être vues, mais là c'est le plafond, en fait. Le plafond est fixé par le conseil municipal. On n'est pas obligé de plafonner, en fait. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou demandes de prise de parole ? Bon, je propose de le soumettre au vote. Qui est-ce qui est contre ? S'abstient ? On déduit que la délibération est adoptée. Et je vais laisser la parole à Paul Maleret sur les sujets liés aux ressources humaines. Il y a 3 sujets. Le premier concerne la création d'un poste d'apprenti au service informatique qui viendra épauler les 2 personnes qui travaillent actuellement au service informatique.
et qui sont accaparés par le travail de dépannage. Donc, le poste d'apprenti concernera une personne de niveau bac à bac plus 3, qui est en cours de recrutement, qui sera chargé précisément des dépannages de premier niveau et qui pourra libérer ainsi les 2 agents du service pour différentes tâches urgentes concernant le fonctionnement du service. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. La délibération prévoit également Une la question, modification monsieur d'une... Oui, Une question. J'ai une remarque plutôt. bien sûr. On parle d'apprentis. Donc l'apprentissage, par définition, c'est des gens qui ne sont pas des professionnels. Oui. On le fait dans toutes les entreprises. On a des apprentis qu'on fait travailler. Le fait est qu'un apprenti, quand on s'en occupe, ça prend pas mal de temps. Donc là, vous nous dites que c'est fait pour... ils vont être là pour aider les personnes qui sont un peu débordées par leurs activités. Oui. Sauf qu'en fait, ils vont quand même avoir pas mal de temps de pris pour s'occuper des apprentis correctement. Alors, pour vous répondre très simplement, la réponse est en partie oui, mais en partie non. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de demandes qui sont liées à d'autres services et qui donc aujourd'hui tombent sur le service informatique, mais où l'apprenti pourrait être encadré par d'autres personnes, par ailleurs, qui sont parfois formées sur les sujets numériques. Je m'explique en vous donnant un exemple qui sera très parlant. C'est que nous avons la chance à Verneuil, et j'en profite pour vous le glisser ce soir, d'être ville pilote sur les innovations à la résidence pour les personnes âgées. Nous avons donc des formations qui sont faites côté RPA, ce ne sera pas le service informatique, mais du coup, pour ce qui est coup de main, des choses de premier niveau, et puis aussi tout simplement pour que les apprentis puissent se former. C'est une opportunité de les faire en transverse sur différents sujets. Maintenant, on est bien d'accord, c'était la chose que nous avions dit juste avant les fêtes. La logique de passer sur des apprentis plutôt que des stagiaires, c'est pour éviter la précarité, mais on est bien d'accord qu'on est sur de l'encadrement rapproché, on va dire ça, de l'ensemble des jeunes que nous allons prendre. Et j'en profite même pour ajouter que nous ferons une exception, et je le dis ce soir, parce que pour le coup, ça ne sera pas voté, mais je pense qu'on sera tous d'accord, c'est qu'on fera une exception sur les stages au mois de mars, parce que nous avons appris malheureusement que nos jeunes sont en très très grosse difficulté pour trouver des stages de 3e, et par conséquent, à la demande de la principale du collège Jean Zay, et à la demande également de l'ensemble du corps enseignant et des parents d'élèves, nous sommes en train de voir comment organiser quelque chose pour recevoir beaucoup, j'espère, de stagiaires de 3e au mois de mars venant du collège Jean Zay en priorité, pas forcément que, mais pour pallier justement à ces manques de formation de nos jeunes dans cette période qui est malheureusement compliquée. Je ne sais pas s'il y a d'autres demandes d'intervention, des questions. J'avais le même type d'intervention que M. Lussot. C'est à un moment donné, on risque de se retrouver sous des problématiques d'encadrement si on prend trop d'apprentis. C'est le revers de la médaille, quoi. En fait, on remplace les stagiaires par des apprentis. C'est ça la logique, hein. On n'est pas dans une logique inverse. C'est pas comparé forcément à des stages, c'est comparé à de l'emploi pérenne en fait et à Non, de l'emploi. Oui, ça pourrait. Ça pourrait, mais là, nous, on est plutôt dans la logique de remplacer les stagiaires par des apprentis et non pas de remplacer les emplois pérennes par des apprentis ou des stagiaires. Vraiment pas, puisqu'on est plutôt dans une logique d'accompagnement de nos jeunes sur la période un peu compliquée. On aura toujours l'occasion après de revoir ensemble s'il y a des demandes d'évolution. Oui. Vu que les apprentis vont effectuer des missions, on part dans une logique qui pourrait être intéressante d'avoir un certain cycle au niveau des apprentis, c'est-à-dire qu'un apprenti remplacerait un apprenti, parce que le travail effectué ne permettra pas de soulager au départ de l'apprenti le personnel qui aujourd'hui est déjà surchargé. Donc du coup, on va avoir un apprenti qui va effectuer une tâche et qui va être obligé d'être redistribué après à la fin de sa mission. Donc on part sur l'idée qu'un apprenti sera remplacé par un autre apprenti. Alors, moi je vais vous dire quelque chose, c'est que je ne suis pas le directeur des ressources humaines de la mairie, et je laisse au RH les RH. La politique de la ville, en tout cas, c'est de favoriser l'apprentissage par rapport au stage. Si vous avez des questions relatives au RH, je vous laisserai les poser en commission RH et avec la directrice des RH. En tout cas, ce n'est pas à nous, en tant qu'élus, de prendre une position sur la politique RH à ce point de la ville, dans les détails. Mais l'idée n'est pas de favoriser la précarité, ça, c'est clair. Je ne sais pas s'il y a d'autres demandes d'intervention, des questions.
juste le stage de troisième, c'est pas un stage de formation, c'est un stage Bien sûr. d'observation et Tout à fait. on participe pas à la formation en prenant des troisièmes, mais c'est plutôt positif parce que peu d'entreprises aujourd'hui prennent des mineurs. En fait, c'est le problème qu'ils sont mineurs et souvent pas vaccinés. Bon, alors s'il n'y a pas d'autres questions, qui est-ce qui est pour? On est sur l'unanimité, je crois. Oui. Parfait, merci. C'est donc adopté. Je laisse de nouveau la main à Paul Malray. Deuxième point habituel, c'est la revue du tableau des effectifs pour ce qui est des changements. Assez peu de changements significatifs cette fois-ci par rapport à la dernière fois. Alors, rapidement, concernant la filière culturelle en catégorie B, on a une simple régularisation administrative du tableau des effectifs par rapport à une erreur antérieure. Ensuite, sur la filière médico-sociale en catégorie A, on a une augmentation légère du temps de travail concernant la psychologue scolaire pour qu'elle puisse intervenir auprès du service enfance-éducation. Sur la filière administrative en catégorie C, on a eu une mutation de l'ancienne assistante du maire. Sur la filière technique, on a un ingénieur qui a quitté le poste de DST et qui a été remplacé par un agent qui a le grade d'ingénieur principal. Et enfin, donc, en catégorie C, dans la filière animation, une personne en mutation a été remplacée par un autre agent d'animation, mais rien de vraiment significatif. Enfin, dernier point, un agent a été reclassé de la filière sportive où il était dans la filière administrative. Voilà. Vraiment rien de bien significatif. Je ne sais pas s'il y a des demandes d'intervention ou des questions. Sinon, on va pouvoir voter la délibération. Ce qui est... OK. Qui est-ce qui est contre? S'abstient. J'en déduis que c'est approuvé à la majorité. Ce qui va nous permettre de passer au sujet suivant, lié au remboursement des frais engagés par les élus municipaux dans le cadre de leur mandat. Alors, sur ces modalités, rappelons que ce sont les termes de la loi. Ça concerne les frais de garde des enfants pour les élus qui assistent aux séances plénières du conseil municipal. Je ne vais pas les citer in extenso parce que c'est assez long, mais en synthèse. Donc ça concerne les gardes d'enfants engagés pour les participations des élus aux séances plénières du conseil municipal, aux réunions des commissions, aux réunions des assemblées délibérantes, ou bureaux des organismes où ces élus ont été désignés pour représenter la commune. Ce remboursement se fait sur la base du salaire minimum de croissance et il est soumis à des productions de justificatifs, notamment sur le fait d'avoir assisté à cette séance, sur le caractère régulier de la prestation, c'est-à-dire qu'il faut évidemment que la personne qui est venue garder les enfants soit déclarée, et surtout que le montant du remboursement n'excède pas le reste à charge réelle, c'est-à-dire ce que réellement la personne a supporté. Je pense que ça veut dire que c'est après déduction de l'avantage fiscal. Ça, c'est un point qui reste encore à éclairer, mais voilà. Ça concerne également les personnes handicapées. Ça concerne aussi les frais pour que les élus puissent se rendre à des réunions hors du territoire de la commune ou à des formations. Donc il faudra, dans les justificatifs, je pense que ça se fera sur une base mensuelle pour éviter de trop non plus encombrer les services RH avec ce travail. Il faudra donc présenter un état de frais, et notamment produire convocation à la réunion, attestation de présence à formation, ordre de mission signée du maire, les factures évidemment.
Voilà. Ça concerne alors également les frais de transport, mais je vais pas tout énumérer parce que c'est vraiment long. Tous les frais de transport, dans certains cas des frais de covoiturage, et l'utilisation d'un véhicule personnel, frais de stationnement et d'autoroute, De toute manière, frais de taxi. cette délibération permet, comme cela avait pu être évoqué avant les fêtes, de valider tout simplement, de voter l'application de la loi, puisque c'est la loi, rien que la loi, Duras lex sed lex. C'était d'ailleurs ce que vous nous aviez dit, Madame Huard, avant les fêtes. Et donc, comme nous nous y étions engagés, malheureusement, il y a eu le petit délai côté service pour produire ces éléments, mais maintenant, c'est chose faite, chose promise, chose due, pour pouvoir voter ces prises en charge des frais encadrés par les élus municipaux. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention ? Bon, alors on va procéder au vote. Qui est-ce qui vote contre ? S'abstient ? S'abstient. Attendez, on faut reprendre. On va refaire. On a manqué la première marche. Alors, on va refaire doucement. Qui est-ce qui vote contre ? Contre ? Il n'y a pas de souci. Qui est-ce qui s'abstient ? Et donc, juste comme ça, on va contrôler. Qui est-ce qui est pour ? Comme ça, on va voir aussi. Oui. Parfait. Nous allons pouvoir enchaîner sur la délibération suivante. Je vais me permettre de la présenter, puisqu'elle est relative à l'approbation de la convention intercommunale d'attribution. La loi Allure pour l'accès au logement et un urbanisme rénové de 2014 et la loi Égalité et Citoyenneté, il y a maintenant 4 ans, ont instauré une importante réforme dans la gestion de la demande de logement social et des attributions de ces logements dits sociaux. La loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, la loi Elan, est venue compléter et amender certaines dispositions fin 2018. Sur le territoire de notre intercommunalité, l'élaboration de la politique intercommunale du logement est portée par la conférence intercommunale du logement. Le rôle de cette instance partenariale est d'améliorer la cohérence des stratégies menées par les différents réservataires en définissant des orientations et un cadre de travail en commun pour l'attribution des logements sociaux. Elle a ainsi chargé de fixer des objectifs en matière d'attribution et de mutation, les modalités de relogement des publics prioritaires, les modalités de coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires des droits de réservation. À ce titre, 2 documents doivent être élaborés. Le document cadre d'orientation en matière d'attribution des logements sociaux, approuvé par la conférence intercommunale du logement, qui date du 19 février 2019, et sa traduction opérationnelle, plus importante, la convention intercommunale d'attribution, qui est donc l'objet de la présente délibération. Cette convention précise ainsi les objectifs d'attribution fixés par la réglementation et par le document cadre. Ils sont déclinés comme suit. D'abord, les objectifs d'attribution hors quartier prioritaire, ensuite les objectifs d'attribution dans ces quartiers prioritaires, et enfin les objectifs d'attribution au public prioritaire. Pour l'intercommunalité, ces objectifs sont à ce stade fixés de manière homogène sur l'ensemble du territoire communautaire, avec des taux identiques pour chaque commune, les réservataires, les bailleurs, etc. Une révision est donc prévue au plus tard à l'occasion du bilan à mi-parcours de la Convention. Ainsi, en fonction d'analyses complémentaires sur l'état du parc social croisé avec des indicateurs sur son environnement et son occupation sociale, et en fonction des résultats constatés fin 2002, les objectifs différenciés selon les secteurs, communes et ou résidences ou bailleurs pourront être redéfinis. Le projet de cette convention identifie par ailleurs 6 groupes d'actions qui seront précisés et approfondis dans le cadre des instances opérationnelles de la convention mises en place par la communauté urbaine. Les groupes d'action seront les suivants: renforcement des connaissances partagées sur le parc social, de l'occupation et des attributions,
favoriser la mobilisation d'un parc à bas loyer, définition des modalités de relogement dans le cadre des NPNRU et les actions concourant à l'attractivité des quartiers prioritaires et de veille active de la politique de la ville, l'amélioration, le repérage et l'accompagnement des ménages prioritaires, la meilleure réponse aux demandes de mutation et l'évolution des processus de sélection des candidats et d'attribution pour favoriser une meilleure prise en compte des objectifs d'attribution et donc la meilleure adéquation entre l'offre et la demande. Ce projet de CIA détaille l'organisation des instances et les modalités de pilotage, suivi et évaluation des objectifs d'attribution. Cette convention, qui a vocation à avoir une durée de 6 ans, 2020-2025, va être signée par la communauté urbaine, les bailleurs possédant ou gérant des patrimoines sur notre commune et sur le territoire, les réservataires de ces patrimoines, communes, État, Action Logement, et le cas échéant, entre collectivités territoriales ou personnes morales intéressées. Ainsi, à minima, les communes réservataires d'un contingent communal seront signataires. Les autres communes, notamment celles disposant de logements sociaux sur leur territoire mais non réservataires, pourront également être signataires si elles en formulent la demande. Pour information, la conférence intercommunale du logement s'est réunie en séance plénière le 27 novembre 2019. Elle a déjà émis un avis favorable sur le projet. Le conseil communautaire de GPSCO, par délibération du 12 décembre 2019, a également approuvé la convention intercommunale d'attribution. Et l'objectif de cette délibération est donc d'approuver la convention intercommunale d'attribution des logements sociaux de la communauté urbaine. Alors c'est un peu technique dit comme ça, c'est pas forcément passionnant raconté, mais vous avez les documents et si vous avez des questions, des demandes d'intervention ou des remarques, Oui. En fait, sur ce sujet-là, on retrouve notre premier sujet sur la GPSO, là. Et la question que je me pose, c'est comment le conseil municipal va pouvoir contrôler, valider, être informé de ce qui se passe sur cette fameuse commission et cette nouvelle fonction de la GPSO pour nous, quoi. Alors en l'occurrence, mais de manière logique, ça ne sera jamais le cas. Et je m'explique, ce n'est pas au conseil municipal de statuer puisqu'on parle sur ces dossiers de données personnelles, sensibles en particulier puisque ce sont des personnes en demande de logement. Donc c'était déjà historiquement le cas, géré par la commission qui n'est pas publique du CCAS. Là, on est dans un cadre un peu précis, c'est-à-dire qu'on ne délègue pas en réalité la compétence totale à GPSCO. On accepte de travailler avec GPSCO pour travailler avec une vision plus globale du territoire, GPSCO nous donnant des outils, la possibilité de mieux penser d'une certaine manière l'attribution des logements sociaux sur l'ensemble de la commune. Mais il n'est pas question évidemment de voter par exemple en conseil municipal pour ou contre monsieur machin, madame machin, attribution d'un logement social. Évidemment, on le fait dans des conseils. Ouais, c'était pas tout à fait mon propos. Mon propos, c'était de savoir la politique du logement de GPSO, comment nous, on est informés de ce qu'elle est. Quelle est la politique d'attribution, quelle est la politique de construction, et toutes ces informations. En fait, c'est encore un sujet sur lequel les Vernoliens et les Vernoliennes sont mis à distance. Alors, je comprends la logique, mais je pense que c'est un manque de pédagogie, peut-être, et je le prends sur moi. En l'occurrence, ce n'est pas parce que c'est GPSCO qui prend la compétence que la ville n'a pas son mot à dire. GPSCO n'est pas un ennemi, ce n'est pas un opposant, c'est un partenaire. Nous sommes dans l'intercommunalité, toutes les communes, nous sommes partenaires. Et dans ce cadre-là, quand il s'agit de notre territoire, de notre commune, c'est nous qui avons notre mot à dire. Ce n'est pas GPSCO, c'est nous en tant que commune de GPSCO. Par conséquent, la politique de logement sur la commune, ça reste la nôtre, ce n'est pas celle de GPSCO. Donc pour moi, il n'y a pas de manque de transparence sur ce sujet en tout cas. Il y a des sujets GPSCO, on pourrait y revenir, il y a peut-être des sujets, mais sur celui-là en tout cas, c'est nous en tant que commune qui avons notre mot à dire dans le cadre de GPSCO qui fournit certains outils, notamment des statistiques, les données dont on n'a pas forcément conscience, nous, sur les logements sociaux des communes avoisinantes, etc. Je peux intervenir? Bien sûr. Pour GPSO, à une réunion où effectivement ils sont venus expliquer effectivement cette fameuse convention, en particulier ce qui va se passer dans leur projet. Moi, ce que je peux vous dire très clairement pour être quand même aux attributions à tous les appartements, enfin, oui, je suis
déléguée, je suis un peu émue là. C'est que moi, je trouve qu'effectivement, on parle beaucoup de construire, etc., etc. Et c'est ce que je leur ai dit, c'est que tout ce qui est insalubrité, eh bien, on n'en parle pas. Et c'est bien beau, effectivement, mais il y a des gens qui vivent dans des appartements, vraiment, c'est scandaleux. On travaille au niveau de ça par rapport à la mairie. Là, aujourd'hui, on avait une réunion par rapport à la salubrité, mais toutes ces lois allure ou autres, etc., c'est bien gentil, c'est bien écrit, mais la réalité, c'est autre chose. Voilà. Et les attributions, en général, avec ce qui se passe actuellement, moi, je fais partie des attributions. C'est toujours 3 logements qui sont proposés, mais les bailleurs ont changé un peu la forme, et depuis quelque temps, effectivement, ils refusent certaines personnes. Parce que, effectivement, soit les dossiers sont mal constitués, ce qui n'est pas le cas à Verneuil, parce qu'on a Marianne qui fait des choses très très bien à ce sujet-là, et nous, on défend, bon, effectivement, nos dossiers. Mais c'est ça, le logement social. Moi, quand je vous entends, quand je vois ce qu'il y a écrit par rapport à la loi Allure, par rapport... moi, quelquefois, je ne m'y retrouve pas parce que ce n'est pas ce que je vis. Et je reçois énormément de gens actuellement qui veulent se reloger parce que le logement est trop petit. On n'a pas de grand logement. On voit des familles nombreuses qui habitent dans des T3. Et ça, c'est... Mais moi, avec GPSO, je n'ai pas vraiment... eu beaucoup de logements avec eux. Voilà. On a pas mal de bailleurs ici, mais la difficulté, c'est effectivement déjà d'être bien avec le commercial, avec qui on peut discuter et tout. Mais après, au niveau actuellement des attributions, moi, avec votre informatique, moi, je trouve qu'on ne peut pas dire les choses quand on est effectivement en réalité dans leur bureau. C'est pour ça qu'on maintient un peu de physique, même si les contraintes sanitaires ne sont pas évidentes. Mais pour rebondir, en effet, c'est pour ça qu'on tient à avoir une politique communale sur les sujets de logement, qu'on puisse faire fléchir, puisqu'on sait bien que ce soit vis-à-vis de GPSO ou des différents bailleurs, si nous ne tenons pas une politique ferme, malheureusement, on nous l'impose. Et par conséquent, c'est pour ça que nous souhaitons vraiment être vigilants et garder la main sur ces sujets. C'est pour ça qu'il est important pour celui qui s'occupe du logement. Tout à fait. Et dire les choses. Après, est-ce que ça change beaucoup de choses? J'en sais rien. C'est les bailleurs qui sont quand même un peu décideurs. Alors, pour revenir à la délibération, s'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention, on va procéder au vote. Qui est-ce qui vote contre? Qui est-ce qui s'abstient? Par conséquent, j'en déduis qu'elle est adoptée à l'unanimité. Alors, j'avais promis que ça serait un conseil municipal plus court que les précédents. Ça sera le cas, mais on va terminer avec le compte-rendu des décisions. Parmi les décisions, quelques-unes que je vais vous lire. La première relative au contrat de maintenance de progiciels de billetterie spectacle et cinéma ainsi que la maintenance des imprimantes à billets de l'espace Maurice Béjart pour un montant total annuel de 5 019,99 € TTC. La déclaration sans suite du marché de services pour la maintenance du cœur de réseau informatique. La mise en œuvre du projet e-shop et mise à disposition de la plateforme logicielle Montpagny-Vernolien auprès des utilisateurs et des clients, avec les frais d'installation de la plateforme logicielle, les redevances mensuelles au titre de la licence. Le contrat de cession ville artistique production pour 2 parades pour un montant total de 3 998,45 €, toutes taxes comprises. Une convention avec l'association Les Restos du Cœur pour le prix du billet cinéma est facturé au tarif préférentiel de 3,20 € à l'association, l'accès pour les bénéficiaires étant gratuit. Pour une certaine pièce de théâtre, des places sont offertes aux bénéficiaires des Restaurants du Cœur. Un contrat de cession avec l'association Pourquoi pas moi, qui a donc eu également un groupe Firelip Men dans le cadre de l'action culturelle Noël au balcon, du 23 au 29 décembre 2020. Le contrat de cession entre la ville et l'association Le Mouton à 5 pattes, pour la déambulation du 28 décembre 2020. La fermeture de la régie de recettes caisse des écoles, la convention entre Patrick Zorodou et la ville pour 2 expositions, la mission de protection des données Data Protection Officer avec le cabinet AS Avocat, la convention concernant l'exposition virtuelle Bonheur de vivre, la convention de formation professionnelle continue au bénéfice des élus, organisme UNCCAS,
La tarification des cours de l'école de musique et de danse durant les périodes de cours en distanciel, avec une réduction de 35% accordée aux élèves ayant pu suivre les cours en distanciel en période de confinement et absence de facturation pour les élèves n'ayant évidemment pas eu cours en distanciel durant la période de confinement. La convention avec GPSCO pour la programmation d'un spectacle BD-concert dans le cadre de la saison culturelle du Théâtre de la Nacelle. Un contrat de gestion des systèmes informatiques et audiovisuels pour les écoles primaires La Source, La Garenne et Jean Jaurès, pour des montants qui sont d'un forfait annuel pour 1 jour et demi par mois de maintenance du parc informatique et audiovisuel à 14 688 € toutes taxes comprises et une intervention hors contrat avec des tarifs hors jour ouvrable de 1 140 € également TTC. Et enfin un contrat de maintenance logicielle et support technique des réseaux hertziens pour la mairie, la police municipale et pour la mairie et la médiathèque, ainsi que du Wi-Fi public de la médiathèque de la ville pour un montant total de 1 020 € TTC. Il y a des questions, des demandes de précision? Oui, monsieur le maire, 2 remarques. Alors, c'est normal sur la 2020-95. Vous aviez parlé dans la presse d'une participation du Conseil régional d'Île-de-France à hauteur de 10 000 €. C'est bien prévu, justement, dans ce process-là. Et sur la 2020-94, la précédente, dans les documents que nous avons reçus de M. Tréhou, il y a eu 3 courriers annonçant la déclaration sans suite du marché et la motion qui fait état du sans suite, c'est insuffisance de concurrence. Donc vous considérez qu'avec 3 entreprises qui ont répondu, il n'y avait quand même pas assez de concurrence pour attribuer ce marché public? Alors, pour répondre à votre première question, la réponse c'est que les subventions sont données a posteriori toujours. Donc oui, je confirme, mais le problème c'est qu'on ne peut pas en faire état aujourd'hui. Et pour ce qui est de la déclaration sans suite du marché de services pour la maintenance du cœur de réseau informatique, je ne suis pas technicien, je ne suis pas en charge des marchés publics de la mairie. Et en l'occurrence, s'il a été déclaré sans suite, je crois que c'est parce que les propositions qui ont été reçues ne correspondaient pas à la demande. Mais je ne suis pas technicien. Si vous l'êtes, Non, mais c'est parce qu'on n'a pas eu de commission d'appel d'offres. C'est pour ça que l'interrogation se pose sur ce marché-là. Parce qu'on était en dessous des seuils. Il y a d'autres demandes d'intervention? Moi, j'en ai 3 que j'ai relevées, là. Donc, la 20-20-95, ça concerne la plateforme de e-commerce. Est-ce qu'on pourrait avoir un bilan un peu d'activité sur cette plateforme? Je ne sais pas si ce soir, c'est possible. Ensuite, j'avais une question. Bon. Oui, donc en fait, nous en avons parlé lors de la dernière commission, donc il y a 2 semaines. Et ce que j'ai proposé, c'est de faire un point à la prochaine, donc qui sera tout début mars. Et sauf erreur de ma part, je crois que les équipes seront physiquement, parce que c'est toujours le problème, hein, c'est les outils numériques visés à pallier le confinement. On leur a demandé de passer dans la ville dans les prochaines semaines, je crois prochains jours même. Ils viennent vendredi après-midi faire le tour des commerces, oui. Tout à fait. Ensuite, ça serait la 20-20-100. Donc, c'est la fermeture de la régie de recettes des écoles. Oui. Voilà, qu'est-ce que c'est que cette régie de caisse des écoles et pourquoi on la ferme? En effet, ça c'est une décision que j'ai prise pour une simple et bonne raison. C'est qu'en fait, le problème de la caisse des écoles, c'est qu'elle générait pour les élus des réunions supplémentaires qui n'étaient pas du tout inintéressantes, mais où malheureusement il n'y avait personne à chaque fois. Dernière réunion des caisses des écoles, l'opposition n'était pas présente et du coup on s'est retrouvé à 3, ce qui est le quorum minimal, mais évidemment c'est pas possible. Étant donné que par le passé c'était la même chose, que les quorums n'étaient jamais atteints, on était en difficulté à chaque fois pour attribuer ces montants. Donc par conséquent, cette délibération va nous permettre de prendre les décisions de la caisse des écoles non plus sur des réunions annexes, qui par ailleurs ne sont pas retransmises et donc pas vraiment publiques dans le contexte Covid, mais directement dans le cadre du vote du budget, pas le prochain, mais celui d'après conseil municipal. On le prendra directement dans le cadre du conseil municipal. Ça évite une réunion complémentaire et ça permet plus de transparence puisque les conseils municipaux sont sans doute beaucoup plus suivis que les réunions de caisse des écoles. Mais par contre, je m'engage, et plus que m'engager, ça sera très transparent. Je l'ai dit en présence également des directrices d'école et de l'inspectrice d'académie, que
Cela n'implique évidemment pas une baisse des sommes dues sur cette caisse des écoles. Elles seront transférées en intégralité directement seulement sur le budget de la ville. C'est pour s'épargner une réunion, pouvoir en débattre en conseil municipal. C'est juste de la forme, on ne touche littéralement, et sans mauvais jeu de mots, pas au fond. Et donc après, la dernière, c'est la 2021-05. Oui, juste pour compléter sur la caisse des écoles, il y a une participation des parents à la différence d'un choix budgétaire fait par la commune et du coup les parents ne peuvent pas donner leur opinion et les parents participaient financièrement par des appels aux dons annuels à la caisse des écoles. Donc finalement, cette participation volontaire des parents, comment elle est réintégrée dans le budget que peuvent avoir les écoles et comment on intègre les parents d'élèves aux décisions de la caisse des écoles, parce que les parents faisaient aussi des choix dans les dépenses faites par cette caisse des écoles. Et elle doit avoir 2 ans de non-fonctionnement, je pense, pour être fermée aussi, la caisse des écoles. Alors pour l'instant, c'est pas une fermeture, hein, c'est une mise en sommeil. J'en profite juste pour dire que je suis en ligne avec ce que dit Madame Huard sur ce sujet-là, et que je trouve dommage qu'on ne fasse pas un débat un peu plus long en fait sur le sujet, parce que c'est vrai que c'est un dispositif social vraiment qui est dédié aux enfants, que c'est pour vocation aussi d'impliquer les parents dans l'assiduité des enfants et dans l'excellence. Et je trouve que vraiment le rôle des parents dans ce comité est important. Voilà. Et juste un point, c'est que évidemment, ça demande peut-être un peu de promotion sur l'usage et de pédagogie, sur l'usage que les parents peuvent faire de ce comité de la Caisse des écoles. Alors en l'occurrence, je me permets juste de rebondir. Encore une fois, je suis désolé parce que vous n'étiez pas présent vous-même à chaque fois sur ces commissions. Alors les élus d'opposition, c'est pas tous les élus d'opposition, mais on peut pas. Mais vous êtes concerné, si je peux me permettre. Je suis pas élu à la Caisse des écoles, non. Votre groupe, je parle pas en tant que personnel. Alors, en tout cas, il y a des. On n'est pas élu à la Caisse des écoles. Je vous réponds pour notre groupe que j'ai demandé à effectuer la suppléance. Et que c'était pas possible. Mais je me suis effectivement, j'ai dit que j'étais disponible pour venir ce soir-là. Non, en fait, c'est justement le problème de la Caisse des écoles, c'est qu'il n'y a pas de suppléant. Donc, par conséquent, comme il n'y a pas de suppléant, on ne peut pas être remplacé. Je comprends, mais ce que je veux dire, c'est qu'on était dispo pour venir. Voilà. Bah oui, mais votre titulaire ne l'était pas. Et en l'occurrence, juste pour vous résumer ce qui a été dit sur cette dernière réunion, c'est que c'est à la demande des parents d'élèves qui eux-mêmes en ont marre en fait d'avoir des réunions qui n'ont pas lieu, qui sont remises à chaque fois, parce qu'en effet, c'est contraignant. On ne va pas dire le contraire, puisqu'il n'y a pas possibilité de se faire représenter, il n'y a pas de suppléant, etc. Mais du coup, à chaque fois, les réunions tombaient à l'eau, et sur le dernier mandat, les choses ont été compliquées. L'idée là est de pouvoir les associer, mais pas directement en conseil municipal par définition, mais dans le dialogue continu qu'on a avec eux et avec les directrices d'école. Vous savez, depuis 2020, nous avons mis en place des réunions fréquentes, d'autant plus fréquentes, qu'elles étaient nécessaires en période Covid, avec l'ensemble des directrices des écoles primaires et maternelles de la ville. Nous avons même intégré Notre-Dame, plus le collège. On était encore hier au conseil d'administration. Et en l'occurrence, c'est vraiment une demande conjointe, puisqu'il n'y a plus de lieu d'avoir cette structure qui est vieillissante. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, qu'il y a moins de démocratie, puisque de toute manière, on pourra en débattre directement au conseil municipal. Et encore une fois, si les parents d'élèves souhaitent poser des questions directement sur le conseil municipal, ils peuvent le faire, puisque, comme d'habitude, je continue à suivre en direct avec vous et pouvoir vous remonter quand il y a des questions sur les réseaux sociaux, puisque nous sommes en direct, comme d'habitude. Oui, mais ils ne peuvent pas participer au choix de dépenses et d'orientation. Le fait de la suppléance, on peut le décider qu'il y a des suppléants. Il n'y a pas de suppléants normalement à la commission électorale et pourtant on a décidé qu'il y en aurait. Donc pourquoi ne pas décider une suppléance à la commission, à cette commission ? Et je ne suis pas sûre pour les parents d'élèves, ils ne peuvent pas participer au choix budgétaire. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait de la participation bénévole des parents qui était faite annuellement à cette caisse? La réponse est qu'encore une fois, c'est exactement la Caisse des écoles comme le CCAS. Vous n'avez pas de suppléant. C'est la structure juridique qui le veut. J'ai parlé à la commission électorale. Oui, mais c'est la structure juridique que je parle. Pas de suppléant à la commission électorale, la loi n'en prévoit pas et pourtant on en a prévu. Oui, mais vous ne pouvez pas légalement, dans la structure qui n'a rien à voir entre la commission électorale et en l'occurrence le CCAS et ou
en l'occurrence la Caisse des écoles. La Caisse des écoles, légalement, c'est pas faute d'avoir regardé, hein, c'est pas faute d'avoir regardé aussi. D'ailleurs, pour le CCAS, où on a les mêmes problèmes parfois qui se posent, nous avons fait du cas par cas avec notre avocat et avec l'équipe de la Direction générale des services. C'est juste pas légal. Par conséquent, nous n'avons pas d'autre choix, d'une certaine manière, que de faire participer les parents d'une autre manière. Alors pour le coup, l'autre manière, elle est très forte, hein. C'est déjà avec des présences continues à tous les conseils des écoles, et je remercie les élus qui ont joué le jeu pour être présents à l'ensemble de ces conseils, et puis au conseil d'administration également, pour ce qui est de Janzay et de Notre-Dame d'ailleurs, puisque ce sont les deux établissements hors primaire et maternelle de notre commune. Et les réunions plénières, encore une fois. Qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Oui, donc la 2021-05, donc c'est le contrat de gestion de système informatique pour les écoles primaires La Source, La Garenne et Jean Jaurès, pour un montant de 14 688 euros TTC pour 18 jours d'intervention. Alors ma question c'est avec quelle société c'est passé, quel service cela couvre, et qu'est-ce que aussi il y a des notions d'intervention hors contrat, et on ne sait pas ce que c'est en fait. Alors, on va prendre le texte complet pour pouvoir répondre en détail, mais en 2 mots, hein, pour faire simple. De toute manière, ce sont des choses qui sont gérées en direct par le service informatique à la demande du service scolaire et donc des directrices d'école, lorsqu'il y a des urgences en l'occurrence. En fait, mon point d'attention était sur le coût. J'ai trouvé ça assez cher. Mais je vais vous donner le détail, hein, je n'ai rien à cacher. Alors, le contrat de gestion du système informatique et audiovisuel des écoles primaires La Source, La Garenne et Jean Jaurès a été réalisé avec la société Soluprest, dont le siège social est à HR. La dite société s'est engagée à parfaire l'exécution de ce contrat avec les montants suivants. Les forfaits, bon, j'ai déjà dit les chiffres, mais c'était des questions d'urgence et surtout dans un contexte de pénurie, on va dire ça comme ça, de soutien informatique sur la commune. Après, le choix, il a été fait non pas par moi, mais vraiment par les services. Si vous avez des questions, j'ai aucune opposition si vous voulez aller les rencontrer. En fait, la question c'est est-ce que vous allez revoir cette prestation plus tard ou pas Est-ce que le coût vous paraît normal? Encore une fois, je suis la mauvaise personne. Le mieux, ça serait de demander aux techniciens, mais on me souffle que ça avait été évalué comme étant la meilleure proposition qui était faite dans des délais qui étaient courts, puisque le problème, c'est que l'intervention dans les écoles se fait de manière toujours un peu éclair, parce que lorsqu'il y a un tableau en panne ou des manuels qui peuvent plus se télécharger directement sur les écrans, malheureusement, il faut une intervention immédiate, sans quoi les enseignants ne peuvent pas travailler. Mais encore une fois, aucune opposition si vous voulez échanger avec notre service informatique et la DGS. Mais c'était pas une... Et par ailleurs, oui, on est passé de 12 à 18 jours, d'où aussi les décalages des montants. Il y a d'autres demandes d'intervention, des questions? Bon. Eh bien, si tout est dit, je vous remercie beaucoup pour ce conseil municipal que je me permets de clore. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous laisse emporter vos gourdes et les ramener la prochaine fois. Et je vous souhaite une bonne soirée. Alors, il y a une question. Oui, des Vernoliens nous ont fait remonter leurs difficultés pour s'inscrire pour la vaccination Covid. Est-ce que vous pouvez nous communiquer certains éléments qu'on pourrait leur redonner et les rassurer, on espère? Bien sûr. Sur le Covid, c'est un sujet d'attention extrêmement fort par plusieurs élus. Nous avons 2 élus qui sont surmobilisés sur le sujet, à savoir mon premier adjoint et notre élu à la santé. En l'occurrence, pour être tout à fait transparent, je vais vous donner les chiffres tels qu'on les a, et comme ça, s'il y a des questions, vous pourrez les répéter. Il y a aujourd'hui seulement par semaine 450 doses de vaccins disponibles entre Aubergenville et Verneuil-Vernouillet, Triel, Chappet.
et plus au nord jusqu'à Ouinville. Il y a une vingtaine, excuse-moi, il y a une vingtaine de communes qui reçoivent. Donc toutes les semaines, on reçoit donc 450 doses de vaccins, sachant qu'elles arrivent en 2 fois au cours de la semaine, donc le lundi et le mercredi. Il faut bien savoir qu'en matière de stratégie de vaccination, il y a un manque véritable dans l'immédiat de vaccins qui arrivent, parce qu'on est totalement sous-représenté. Je parle de l'Île-de-France. Voilà, donc toutes les semaines, 450 vaccins qui arrivent en l'occurrence sur l'organe centralisateur qui est au Mureau, auquel nous avons des réunions hebdomadaires ou par quinzaine. Il y a une répartition en fonction de 4 centres d'ouverture ensuite qui est réalisée, qui sont Ardrécourt, Melan, les Mureaux et Triel. Et dans l'immédiat, il fallait bien évidemment, compte tenu de cette difficulté, s'assurer, avec tous les changements, les modifications qui sont intervenus, s'assurer qu'une fois la première injection réalisée, il fallait être en mesure de pouvoir assurer la deuxième injection. Alors vous imaginez qu'avec 450 vaccins qui arrivent et qui sont répertoriés sur les 4 centres de vaccination dont je viens de vous indiquer, ça en fait peu. Donc par contre, pour vous rassurer, parce qu'on est véritablement mobilisé toutes les semaines là-dessus, il y a désormais et très prochainement, il y a des communications qui vont partir, sachant que les habitantes et les habitants de notre commune de Verneuil seront donc en possibilité, progressivement, en fonction de l'arrivée, parce qu'on a encore une fois, on a aussi une difficulté en matière de type de vaccin, donc je vais revenir, mais seront en possibilité de passer dans l'immédiat et exclusivement dans l'immédiat pour les plus de 75 ans auprès de la maison de santé territoriale de Triel-sur-Seine, avec lequel nous travaillons. Cette maison de santé territoriale, nous n'avions pas de maison de santé, donc c'était très compliqué, d'autant plus que la posologie du Pfizer-BioNTech est compliquée. Va regrouper donc les communes de Verneuil, Vernouillet et Triel, dans l'immédiat exclusivement dédié aux plus de 75 ans. Actuellement, la répartition qui a lieu, de mémoire, on en a parlé encore hier, je crois qu'il y avait 98 vaccins qui arrivaient la semaine prochaine et 105 la semaine d'après, mais hors deuxième injection, parce qu'il faut en plus tenir compte des premières injections. Voilà. L'arrivée progressive des vaccins, vous avez peut-être toutes et tous entendu parler qu'on a un 3e vaccin qui vient d'être validé, qui s'appelle AstraZeneca, mais qui pose la problématique suivante, c'est que ça s'arrête exclusivement aux personnes qui sont âgées de moins de 65 ans. Voilà. Donc on est vraiment mobilisé de manière à faire avancer le sujet, et on est en train de s'organiser avec Triel. Et j'en profite pour remercier chaleureusement, parce qu'ils ont été formidables, et ils sont toujours formidables. Nous avons une douzaine de soignants, médecins et soignants de notre commune, qui se sont déjà portés volontaires pour, dès qu'on aurait des vaccins, pouvoir ouvrir le cas échéant un centre de vaccination intercommunal avec Vernouillet. Ils sont super motivés. La seule problématique que nous avons, c'est malheureusement l'absence de vaccins. Néanmoins, il y a une difficulté d'inscription. Apparemment, les numéros de téléphone sont saturés. Et comment peuvent faire donc les personnes intéressées pour s'inscrire, se préinscrire, même s'il n'y a pas le vaccin? Alors justement, la semaine qui vient, on va avoir l'ouverture avec la maison de santé Triel, de nouveaux dispositifs d'ouverture et des nouveaux numéros de téléphone. Le problème, c'est qu'ils ne veulent pas que les gens appellent dans tous les sens s'il n'y a pas de vaccin. Donc le problème, c'est qu'ils étaient submergés. Ils avaient des centaines et des centaines d'appels par demi-journée sur les Mureaux qui centralisaient. Par conséquent, on limite pour l'instant la communication tant qu'il n'y a pas de vaccin, parce que ça ne sert à rien de s'inscrire si on n'est pas capable de suivre. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'au fur et à mesure, nous, côté mairie, on a pris en compte toutes les demandes qu'on a reçues, puisqu'on a reçu beaucoup d'appels, également en mairie, et sauf erreur de ma part, au CCAS et à la mairie, et sauf erreur de ma part, je crois que c'est dans les tout prochains jours que les 8 premiers inscrits de notre liste, donc malheureusement c'est très peu, vont pouvoir se faire vacciner. Au-delà de la pénurie de vaccins et de la difficulté à obtenir des vaccins, ça repose quand même la question de notre commune sur l'accessibilité aux soins. On en a fait un sujet majeur. Et on ne peut pas non plus être proactif dans cette politique de vaccination puisque nous n'avons pas de centre de santé support
de la stratégie vaccinale. Voilà, même si on a des bénévoles, il n'y a pas de centre de santé et c'est un sujet majeur à traiter pour votre mandat. Et vous le souhaitiez, et nous le ferons, et nous le faisons plus exactement, avec un peu de chance même dans des délais qui vous étonneront, mais nous aurons l'occasion d'en reparler très prochainement. Monsieur le maire, si vous le permettez, est-ce qu'il y aura quelque chose d'organisé pour les transports des personnes qui souhaitent et qui n'ont pas de véhicule, qui souhaitent aller donc à Triel, si c'est Triel qui est choisi? Merci. Alors, plutôt que de vous répondre de manière abrupte, la réponse va être oui. La question, c'est les modalités, puisqu'on a pu échanger tout à l'heure encore avec le maire de Chapais en montrant une forte défaillance des structures de transport qui sont imposées au regard du protocole, parce que malheureusement, le protocole ne nous permet pas, théoriquement, de faire du transport par navette de personnes âgées pour éviter de créer des clusters. Et du coup, c'est sûr qu'il faut aller à Triel pour se faire vacciner, mais on ne peut pas emmener les personnes à Triel, parce que sinon, on crée des clusters. Donc, au bout d'un moment, je pense que nous allons tenter de trouver des solutions parades. On a certaines personnes qui étaient volontaires pour faire des taxis. On était en train de regarder, évidemment, on a des navettes, on a des volontaires pour les conduire. On va voir si on passe outre certains protocoles, parce que si ce qui nous freine pour la vaccination, c'est les navettes, parce qu'on risque de faire des clusters, on tourne en rond, on ne va pas y arriver. Donc ce sont des risques qu'on est en train d'évaluer et qu'on va essayer de résoudre. Dès qu'il y aura des vaccins, il y aura des vaccinés. Là, c'est vraiment plus qu'une question de vaccins. Peut-être se rapprocher des communes qui font déjà un système de navettes, comme Bois d'Arcy ou Poissy, pour savoir comment ils ont pu contourner cette réglementation. Tout à fait. La question, c'est une question de responsabilité. Encore une fois, certaines communes prennent le gauche, entre guillemets. Ce que je disais, nous, dans un premier temps, on voulait éviter de prendre le gauche sans en référer avant à l'ARS et notamment. Merci encore. Attendez, moi je voudrais juste vous rappeler qu'on a voté une charte de bonne conduite des élus et je ne crois pas que dans les débats qu'on a, se comparer de noms d'animaux, je trouve, élève le débat. Je trouve ça très dommage que vous utilisiez ce genre d'argument. Et je trouve que ça n'élève pas le débat et que les Vernoliens méritent mieux en tant que débat que d'utiliser ce genre d'argument. Merci, Monsieur Dainville. En l'occurrence, c'était des magnifiques déesses au temps d'Égypte ancienne. C'est pour ça que c'était mignon. Bonne soirée et à bientôt. Des attestations sont à votre disposition, comme d'habitude, par ailleurs, pour pouvoir sortir.